Donc, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. On a une vingtaine de participants qui sont déjà connectés. Je pense que d'autres vont nous rejoindre. Mais donc, on va commencer. Donc, je suis Julie Malaquin, chargée de mission innovation chez Polyméris. Donc, nous organisons aujourd'hui, avec notre adhérent Aurélie Innovation, un webinaire sur les dispositifs de financement public, bien mieux qui vous veut du bien. Donc, présenté par Christophe Hébrault, donc directeur innovation chez Aurélie Innovation, et avec le soutien de Nathalie Stimena, responsable partenariat et relations clients. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, afin que le webinaire se déroule le mieux possible, normalement, vous avez tous vos micros et webcams de fermés, voilà, pour éviter les interactions. Merci de vérifier si c'est bien le cas. Si vous souhaitez poser une question, donc vous avez dans le petit encart en gris questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On les prendra, voilà, si on voit qu'il y a besoin au fur et à mesure, sinon il y aura un temps d'échange à la fin du webinaire. Et donc, pour votre information, le support qui vous est présenté aujourd'hui vous sera envoyé par mail à l'issue du webinaire. Donc, je vais quand même vous présenter un petit peu Polyméris pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Polyméris, c'est le pôle de compétitivité des caoutchoucs, plastiques et composites, donc, qui est né de la fusion du pôle Elastopôle pour les caoutchoucs et Plastipolis pour les plastiques et composites en 2021. Donc, le rôle d'un pôle de compétitivité, c'est vraiment de rassembler sur un territoire identifié sur une thématique précise des entreprises qui vont de la start-up en passant par les PME jusqu'aux grandes entreprises, également des laboratoires de recherche et aussi des établissements de formation. Les pôles de compétitivité sont vraiment des moteurs de croissance et d'emploi. Et donc, notre mission, c'est vraiment de soutenir l'innovation en favorisant le développement de projets notamment collaboratifs, mais aussi individuels, donc de recherche et développement particulièrement innovants. Donc, nous allons accompagner le développement et la croissance de nos entreprises qui sont membres, grâce notamment à la mise sur le marché de produits, de services, voilà, de procédés qui sont issus de projets de recherche. Donc, chez Polyméris, nous avons défini 3 domaines stratégiques qui sont donc les matériaux avancés, l'économie circulaire et l'usine numérique. Et de ces 3 domaines, nous avons donc défini 12 thématiques que l'on juge prioritaires, donc sur lesquelles la plupart des projets vont être axés et sur lesquels également on va pouvoir faire une veille. Polyméris, donc c'est près de 540 adhérents, dont 329 industriels, qui sont répartis sur toute la France et également un petit peu à l'étranger. Polyméris est implanté dans 6 régions, donc qui sont ici, avec un ou plusieurs chargés de mission innovation vraiment présents sur ces territoires. Ce choix a été fait pour vraiment, c'est une volonté de la direction pour avoir une véritable proximité avec nos adhérents, pour être au plus proche de vous, pour échanger, pour monter vos projets. Et donc, justement, en termes de projets, donc Polyméris avec Elastopôle et Plastipolis, c'est plus de 15 ans d'expérience et donc on compte voilà, plus de 180 projets notamment qui ont été labellisés et financés ces 4 dernières années avec 177 millions d'euros. Actuellement, donc, il y a 68 projets en cours et 35 projets européens. On a une grosse partie projets européens. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc je vous invite à vous rendre sur notre site internet pour consulter notamment notre annuaire adhérent, notre annuaire projet, ou encore l'agenda des différentes actions que l'on met en place. Vous retrouverez également mes coordonnées à la fin de la présentation, donc n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Je ne vais pas prendre plus de temps, donc je vais laisser Christophe commencer sa présentation donc, sur la stratégie de financement de l'innovation. Merci à tous. Eh ben bonjour à toutes et à tous à nouveau. Déjà merci de prendre le temps pour cet échange. J'ai coupé ma caméra parce qu'effectivement pour que le son soit le mieux possible, moi il était un petit peu haché, donc je l'ai coupé de façon à avoir un peu le meilleur son, que vous m'entendiez le mieux possible. Donc je suis effectivement directeur business et innovation dans un cabinet qui s'appelle donc Oval Innovation.
Donc 2 minutes en quelques mots, donc qui est Ovaly, hein. Donc Ovaly, nous sommes un cabinet de conseil en stratégie de financement et d'innovation. Donc, on peut vous accompagner sur tous les aspects effectivement du financement, que ce soit bien sûr la définition de la stratégie de financement, qui est le grand sujet qu'on va évoquer aujourd'hui, la roadmap de financement, tout ce qui est obtention d'aide publique, innovation, BPI, Europe, etc., ou aide fiscale, CIR, levée de fonds, recrutement, etc. Bon, c'est pas le sujet de débat d'Ovalie ici, mais voilà, sachez que à votre disposition pour en parler après la réunion, et effectivement, regarder tous les aspects sur lesquels on pourrait vous accompagner. Et donc, notre grand sujet du jour, effectivement, c'est donc la stratégie de financement. Alors, j'espère que les slides marchent, ça doit défiler. Il y a peut-être toujours un petit peu, il peut y avoir une latence entre le moment, voilà. Donc, stratégie de financement, effectivement, de quoi il s'agit? Il s'agit effectivement de regarder, de partir effectivement de votre roadmap technique. Alors, on va préciser, hein, roadmap technique et roadmap innovation. Donc, roadmap innovation étant bien sûr votre R&D plus les clients, puisque sans clients, effectivement, pas d'innovation, hein, on serait simplement à un niveau de R&D. Et à partir de là, élaborer une stratégie de financement qui va permettre de financer vos projets innovants et entre guillemets les suites qui seront les aspects marketing, les aspects vente, etc. pour chacun de vos projets. Et bien sûr, associer à cette stratégie de financement une roadmap de financement pour effectivement aller obtenir les financements appropriés. Alors les flèches de retour, parce qu'effectivement, on verra, et on le voit nous très souvent, que dans l'élaboration de la stratégie, qui va être quelque chose d'un processus itératif et interactif, il y a très souvent des retours où des opportunités, par exemple, de financement vont venir induire des opportunités au niveau de la roadmap, soit technique carrément, par le développement de nouveaux produits, soit des opportunités marché, donc des impacts au niveau de la roadmap innovation, et il peut y avoir comme ça des retours, effectivement des boucles qui vont influencer le financement, influençant directement sur la stratégie de la société. Alors, on va commencer un petit peu par des éléments un peu j'attends que ça change, voilà. Donc, un petit résumé. Donc, comme je le disais, partir de votre roadmap R&D, puis construire avec vous la roadmap innovation. Donc, la roadmap innovation, comme je le disais, alors il y a un petit temps de latence. La roadmap innovation, elle va inclure la R&D. Est-ce que ça passe? Il y a vraiment un délai là entre le moment où j'appuie et où ça passe. La roadmap innovation, elle va à la fois, effectivement, là je suis sauté à l'écran, la roadmap innovation, elle va vraiment inclure une découpe, je dirais un regroupement de vos tâches de R&D un petit peu en briques fonctionnelles par rapport à tout ce qui se fait au niveau aide innovation. On verra qu'il y a différentes phases, les phases de faisabilité, les phases de développement, les phases de pré-industrialisation. Et à chacune de ces phases correspondent des dispositifs de financement. Et l'idée, c'est effectivement avec vous, à partir de la R&D, puis les paquets innovation correspondant à des offres marché, d'identifier dans un premier niveau effectivement une roadmap innovation qui sont les aides qu'on peut aller chercher et dans un deuxième temps, élaborer une roadmap de financement. Cette roadmap de financement, elle va inclure pas seulement les aides publiques, mais elle va inclure, on va dire, les autres composants du disque de financement parce qu'effectivement, une aide publique, vous le savez, sauf exception, il y en a quelques-unes qui financent 100% d'un budget, mais en général, une aide publique va financer une partie qui 40, 50, 70, 80% d'un projet. Il y aura donc du financement complémentaire à aller chercher. Alors bien sûr, aller le chercher du côté privé par de la levée de fonds, voilà, et d'autres mécanismes qu'on pourra évoquer. Bien sûr du côté bancaire. Et alors j'ai ajouté, on verra pourquoi, les dispositifs régionaux et bien sûr les dispositifs fiscaux que sont les crédits impôts de recherche, etc. et le mécanisme d'une entreprise innovante qu'on évoquera également. Alors bien sûr, dans ce cadre-là, la roadmap qu'on présente ici, ça va être, comme je disais, un processus interactif et évolutif parce qu'effectivement, au fur et à mesure que vous avancerez, la stratégie de la société va un peu évoluer, donc les choses prévues seront adaptées. Et de même, en face, il y a toujours de nombreux dispositifs de financement qui apparaissent. Et c'est aussi le rôle du conseil de venir vers vous en connaissant votre roadmap et par rapport à ce qui a été prévu, ce qui a été proposé, éventuellement de suggérer des améliorations possibles. C'est-à-dire, voilà, il y a une nouvelle aide qui arrive, mais cette aide a les contraintes suivantes. Est-ce que ces contraintes vous intéressent ou effectivement, est-ce que elles sont trop contraignantes et on préfère rester sur le dispositif qu'on avait choisi? C'est les étapes effectivement que j'ai résumées dans le slide suivant qui est ici, de dire commencer effectivement en fonction de l'étape où l'on est par identifier les aides publiques. Voilà, on va regarder au niveau régional, national, européen, voilà, selon les étapes et zoomer sur une aide. Ensuite, l'aide, elle va financer un certain montant du besoin. Donc, regardez comment on va compléter ça avec la partie privée. Parce que bien sûr, la partie privée, ce sera ce qui sera regardé, on va y venir dans un instant, au niveau des fonds propres. Donc, ce sur quoi toute la partie publique va s'appuyer. Dans un troisième temps, effectivement, aller rechercher la partie bancaire. On verra avec les aspects de taux d'endettement, comment on peut aller rechercher effectivement une partie bancaire pour compléter. Et la partie régionale, alors pourquoi j'avais séparé de la partie publique? Parce que très souvent,
Il y a effectivement des aides régionales qui sont, on va dire, significatives. On parlera des aides style PIA, là, Programme d'investissement d'avenir. Mais il y a aussi beaucoup d'aides régionales qui sont de petits montants, qui ne sont pas forcément à négliger, parce qu'effectivement, à partir d'un dossier d'aide publique un peu conséquent, comme celui qu'on aura élaboré à l'étape numéro 1, eh ben, on peut le réutiliser directement et aller chercher des aides publiques régionales de faible montant. Donc ça ne demandera pas de travail. Ça, votre conseil pourra vous l'indiquer en disant, bah, tiens, il y a cette aide-là qui est intéressante. Reprenez le dossier BPI qu'on vous a fait qui vous appartient, enlevez la partie technique, vous le soumettez à la région et ainsi vous pourrez avancer avec eux sur cette aide-là. Voilà. Donc ne pas négliger cet aspect régional, même si parfois il est de moindre montant, le support des régions est toujours très important. Alors, on va commencer maintenant un petit peu par des notions un petit peu basiques pour être sûr effectivement, on a sauté 2 fois, des notions un petit peu basiques pour être sûr que nous sommes bien alignés sur, en particulier le point important que sont les fonds propres et au sein des fonds propres, les capitaux propres. Alors les capitaux propres, effectivement, qu'on soit bien, j'espère que ça va remonter, je suis allé un petit peu vite. Les capitaux propres, effectivement, donc bien avoir 2 aspects des capitaux propres. Le capital social qui est effectivement la somme qui va être amenée initialement, qui va matérialiser la répartition entre actionnaires. Bien sûr, la prime d'émission, on va parler par la suite de levée de fonds. Donc la prime d'émission, j'ai mis un petit exemple ici qu'on ne déroulera pas, mais bien se rappeler que la prime d'émission, elle matérialise l'excédent que les investisseurs vont payer quand vous effectuerez des levées de fonds. Donc vous effectuerez effectivement ce qu'on appelle une valorisation. Donc dans l'exemple que j'ai mis ici, voilà, on imagine une valorisation d'une part qui passe de 1 euro à 10 euros, donc un excédent de 9 euros par part. Donc dans la prime d'émission, effectivement, on trouvera le nombre de parts vendues à l'investisseur multiplié par 9, qui est effectivement l'excédent qu'il a payé pour pouvoir investir dans votre société. Voilà. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on va appeler un petit peu par la suite le capital, qui va effectivement regrouper à la fois le capital social et la prime d'émission. Donc si on s'intéresse rapidement aux capitaux propres, les capitaux propres, là on est toujours dans la partie définition comptable, les capitaux propres vont inclure 4 éléments qui sont effectivement le capital social qu'on vient de voir, la prime d'émission, ce qu'on appelle le report à nouveau, ça a sauté, le report à nouveau qui est effectivement la somme de vos résultats nets des années précédentes et bien sûr le résultat net de l'année. Voilà. Donc là, j'ai mis effectivement 2 petits éléments qui sont importants à considérer en bas de la slide. Alors, si j'arrive à remonter, qui sont effectivement 2 éléments qui vont vous accompagner tout au long de la vie de la société et qui sont importants à prendre en tête. Le premier, c'est un élément légal qui est la notion de ce qu'on appelle entreprise en difficulté. Donc, entreprise en difficulté, c'est effectivement au niveau légal quand le capital. Alors, je ne sais pas ce qui se passe si quelqu'un touche, mais si je laisser changer juste les slides parce que ça bouge un petit peu trop. Le capital social, effectivement, voilà. Le critère légal, c'est les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Et dans ce cadre-là, effectivement, l'entreprise est dite en difficulté. Et ça veut dire que, effectivement, vous n'aurez plus droit à aucune aide publique ni à aucune dette bancaire. Donc, c'est une situation qui est assez difficile. Mais le point sur lequel je voulais insister, c'est que vous connaissez peut-être cette règle légale, mais il faut savoir que BPI et les banques ne vérifient pas cette règle-là, mais vérifient la règle de est-ce que vos capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social plus la prime d'émission. Ce qui est bien sûr plus logique, puisque c'est effectivement l'ensemble de ces 2 données qui va constituer votre capital. Donc, c'est quelque chose qui est à surveiller, parce qu'en général, le capital social va rester assez faible, mais effectivement, la prime d'émission, au fur et à mesure que vous effectuerez des levées, deviendra de plus en plus importante. Et il sera important de vérifier effectivement qu'on est bien dans ce seuil. Donc, je passe au slide suivant. Et donc, effectivement, le slide suivant, on va aussi ici un petit peu s'intéresser maintenant à ce qu'on appelle c'est celui-ci. Donc, les capitaux propres, ce que je voulais indiquer sur les capitaux propres, c'est un élément qui est aussi important qu'on appelle la valorisation de l'immatériel, c'est-à-dire remonter au niveau de vos capitaux propres, entre guillemets, arriver à avoir une vision de votre R&D. Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement l'activation de la R&D, l'amortissement de la R&D. Il y a différents termes pour ce principe. L'idée, effectivement, c'est de prendre en compte les dépenses que vous avez en R&D, donc vos charges salariales, la prestation, etc., les différentes dépenses, et effectivement, remonter ça au niveau des capitaux propres en créant ce qu'on appelle un actif qui correspond à vos dépenses de R&D. Et cet actif, qui est votre capital R&D de votre société, va s'amortir au fur et à mesure sur 4 années, donc il va se dévaloriser. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'effectivement, au niveau de vos capitaux propres, on ne va pas imputer directement toutes vos charges R&D qui fait que vos capitaux propres descendraient très rapidement. Et les capitaux propres, on va le voir dans un instant, c'est le plafond de vos aides publiques. Mais vos capitaux propres vont rester relativement élevés
et vont baisser au fur et à mesure que votre R&D va s'amortir. Et ça a plusieurs avantages, dont deux principaux, qui sont effectivement une baisse plus lente de vos capitaux propres permet de garder toujours un potentiel, je dirais, d'aide publique et de dette bancaire assez élevé, comme on va le voir. Et surtout, au niveau de vos investisseurs, ça permet de voir le volume qui est consacré à la R&D. C'est-à-dire que de pouvoir retraiter, entre guillemets, ben voilà, dans mes capitaux propres, j'ai tant de capital, j'ai tant de primes d'émission, mais je vois effectivement qu'il y a, entre guillemets, un volume de R&D encore actif, on va dire, pas encore amorti. Et ça me permet de voir effectivement votre société, un petit peu quel est son potentiel par rapport à ça. Donc ça, c'est effectivement une donnée assez importante. Et au niveau effectivement des capitaux propres, on complète, si on monte un petit peu d'un niveau maintenant au niveau de ce qu'on appelle les fonds propres, ben les fonds propres seront les capitaux propres plus ce qu'on va appeler les quasi-fonds propres. Donc dans les quasi-fonds propres, on va inclure plusieurs éléments financiers, mais en particulier, on va inclure donc les prêts d'honneur, les obligations convertibles et les comptes courants associés. Donc ces trois éléments sont en fait de la dette, de la créance de la société, des créances qu'a la société envers le prêt d'honneur, ses associés, les obligations convertibles envers des organismes de financement extérieurs. Mais le point, c'est que la créance est tellement longue et suffisamment longue pour que, d'un niveau comptable, on considère ces montants comme des fonds propres. Et l'intérêt de considérer comme des fonds propres, comme on va le voir dans un instant, c'est que les aides publiques que vous pourrez obtenir et la dette bancaire que vous pourrez obtenir considéreront en fait ces dettes comme du capital. Donc viendront abonder ce capital. Donc là, on arrive à un premier élément qui est très important, ce qu'on va appeler donc le taux d'endettement. Donc le taux d'endettement, effectivement, ça va être un rapport, ça va être un ratio entre la dette en cours. Donc la dette en cours, elle va être constituée effectivement des aides remboursables. On va voir qu'effectivement certaines aides seront remboursables et les prêts bancaires, bien sûr, et l'intégralité de fonds propres. Donc les capitaux propres comptables plus effectivement la partie quasi fonds propres qu'on a vue. Alors, en théorie, il est possible d'aller jusqu'à 1. Effectivement, et quand on commence à avoir du chiffre d'affaires, c'est devient plus mature, effectivement, vous aurez plus de soutien et on peut se rapprocher d'un niveau où on a autant de dettes que de fonds propres. Mais c'est vrai que voilà, il y a un élément qui est important à prendre en compte, qui est le timing des remboursements, puisqu'on va le voir, les aides publiques, en particulier celles de BPI, peuvent bénéficier d'un différé relativement important, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 à 3 ans avant de commencer à rembourser et après avoir un étalement sur 3 à 5 ans. Donc ça, c'est intéressant puisque la dette bancaire, par exemple, on aura au début de la dette bancaire qui va plutôt s'étaler sur un prêt sans différé qui va s'étaler sur 4 ans, imaginons. Ça veut dire qu'effectivement, si je cumule une dette bancaire qui s'étale sur 4 ans, qui est remboursable de suite, et un prêt BPI qui a un différé de 3 ans, ça veut dire que j'aurai seulement une année de recouvrement où j'aurai à la fois remboursé BPI et la banque, et après, effectivement, je ne serai à rembourser que BPI. Donc ça, c'est effectivement des choses à bien regarder. Le taux d'endettement ne sera pas seulement effectivement une superposition des dettes qui sont prévues, mais c'est pour ça que j'ai indiqué dette en cours, parce qu'on aura effectivement ce timing de remboursement qui est important. Mais un petit warning que j'ai mis effectivement en bas, ce qu'on constate quand même, c'est que, voilà, vous le savez, les taux directeurs ont augmenté très fortement depuis l'année dernière. Il y a des dépenses énergétiques et autres qui sont très élevées pour beaucoup de sociétés. Il commence à y avoir beaucoup de sociétés qui sont en endettement très significatif, voire en surendettement. C'est vrai que maintenant, BPI en particulier resserre un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle d'un taux d'endettement de 50%. Au-delà d'un taux d'endettement de 50%, ça devient un petit peu compliqué. C'est-à-dire que le BPI va regarder, on va être un peu dans les critères d'exception. Donc, on va regarder effectivement, est-ce que votre société est un peu deep tech, très technique, voilà, très à risque, son niveau de croissance, son niveau de maturité. Donc, c'est vrai que voilà, je dirais le temps où on pouvait aller facilement monter à des taux d'endettement élevés, il est un petit peu terminé. Il faut être prudent aussi avec ces aspects-là. Alors, ensuite, ayant parlé de cela, un petit peu avant de descendre, alors à nouveau, le but de cette présentation, c'est pas vous faire une liste à l'après-vert de toutes les aides, mais vraiment donner un peu des tips sur les points importants sur lesquels il faut être vigilant. Alors là, il y a eu un petit saut, je voulais revenir en arrière sur un élément qui est un petit peu, et vous présenter rapidement les différentes strates de financement qu'on peut obtenir. Alors voilà, alors bien sûr, tout en bas, on va avoir les aides en création. Alors le reste, vous le connaissez, voilà, les fonds propres. Ensuite, effectivement, on va commencer à avoir les aides un petit peu innovation nationale. La dette bancaire, comme je l'évoquais, va venir par-dessus. Et effectivement, vont arriver après d'autres couches. Les aides régionales arrivent en général, effectivement, une fois que la société a commencé à démontrer un peu son potentiel d'innovation. On parlera de projets collaboratifs aussi. Bien sûr, les aides européennes qui arrivent souvent pour des sociétés plus matures. Et au-dessus de tout ça, alors pas forcément en timing, mais parce que ça vient en complément, les aides fiscales, effectivement, que j'évoquerai, comme le crédit impôt recherche, la jeune entreprise innovante et ce genre de choses.
pour commencer un petit peu à descendre un petit peu sur une orchestration de tout ça, on va commencer à parler un peu de structuration de besoins. Et le premier point sur lequel je voulais insister, c'est être vigilant quand on parle de structuration de besoins, de pas confondre besoin et levier. C'est-à-dire que souvent même des dirigeants qu'on accompagne, qui sont des dirigeants parfois un peu stématures, ben, il y a une notion de se dire, ah ben, j'ai besoin d'un million, je vais lever 1 million. Voilà. Il y a vraiment une réflexion à construire, de se dire, ben, il faut chercher à minimiser le montant de la levée, déjà bien sûr parce que c'est dilutif, donc c'est des parts et de la gouvernance que vous laissez partir. Mais surtout, ben, l'investisseur, il préférera avoir 3 investissements à 500 000 plutôt qu'un investissement à 1,5 million. Effectivement, il préférera gérer son risque sur plusieurs structures. Donc, l'idée, c'est de dire, quand je vais effectivement partir d'un besoin dans lequel je vais inclure ma R&D, mon marketing, mes ventes, etc., c'est vraiment de décomposer ce besoin. Une première action, c'est décomposer ce besoin en différentes briques. Et pour chacune des briques, déjà regarder les leviers que je peux activer avant de chercher à compléter le besoin. C'est-à-dire que la partie technique, comme on va le voir, il y a tout ce qui est aide à l'innovation. J'ai de l'international, je vais avoir l'assurance prospection qui peut venir m'aider déjà, qui apportera une partie du financement que j'aurai bien sûr à compléter. J'ai une partie dite pré-indus. Alors, pré-indus, bien sûr, on peut penser aux aspects industriels, mais la pré-indus existe aussi pour les projets informatiques. C'est ce qui va permettre de transformer un prototype en produit. Voilà, la gestion des cas d'erreur avec la personne qui appuie 50 fois sur la touche entrée. Voilà, donc ça, c'est de la pré-industrialisation. Il y a de nombreuses aides régionales dans les différentes régions pour vous aider justement à passer d'un prototype à un produit, etc., etc. Donc, vraiment bien penser à décomposer toutes les briques. Regardez effectivement qu'est-ce qu'on peut aller chercher en termes de dispositifs, voilà, plus ou moins contraignants. Et ensuite, comme je le disais au début, regardez comment on va compléter ça avec de l'argent privé, puis effectivement de la banque par-dessus, en fonction du taux d'endettement qu'on aura atteint. Voilà. Alors là, je dirais un petit peu, c'est une image que j'aime bien, qui est l'image un peu de la jongleuse d'assiettes chinoise. C'est vraiment de dire, ben, vous allez devoir faire tout ça, vous allez devoir faire tout ça un petit peu en même temps. C'est-à-dire que vous allez avoir des organismes qui sont interconnectés. Vous allez avoir effectivement les banques qui vont vouloir que BPI soit présent parce que BPI amènera de la contre-garantie bancaire. Vous allez avoir BPI qui va vouloir savoir, ben, effectivement, est-ce que les banques, comme on est tous un peu grégaires, est-ce que les banques ont validé votre projet? Est-ce que vous avez déjà eu une discussion avec les banques? Donc, effectivement, voilà, tout ça, c'est un petit peu interconnecté. Donc, effectivement, c'est important d'avancer simultanément avec tous ces acteurs. Alors, ça paraît facile à dire, mais et de leur montrer un petit peu les dépendances entre eux. Alors, un exemple que j'aime bien prendre, c'est de dire, ben, vous allez aller voir un petit peu dans quel ordre un petit peu dépiler tout ça. Vous commencez par contacter une banque en prenant rendez-vous avec la banque en disant voilà, je serai avoir un rendez-vous, mais ce rendez-vous, vous le prenez après le premier rendez-vous BPI. Voilà. Donc ensuite, avec votre conseil, vous allez voir BPI, et effectivement, BPI va vous dire est-ce que vous avez commencé à démarcher les banques? Oui, j'ai commencé, j'ai rendez-vous avec la Banque Populaire. Voilà. Donc effectivement, vous avez commencé puisque vous avez un rendez-vous. Donc, et ainsi, vous commencez à avancer avec BPI. Bon, BPI voit effectivement qu'il y a un petit peu de traction au niveau de la banque, même si vous avez à peine commencé à initier. Et quand vous irez voir la banque après, vous direz écoutez, c'est super, j'ai avancé avec BPI, eux, ils s'intéressent à me financer au niveau de tel aspect, ils attendent plus que vous. Voilà. Et une fois que la banque aura un petit peu la balle dans son camp, de toute façon, BPI et la banque vont se contacter, de manière séparée. Vous aurez initié un petit peu tout ça. Donc ça, c'est un petit peu l'image que j'aime bien, de dire vous devrez effectivement avancer sur tous les éléments un petit peu en même temps. Alors, pour rappeler maintenant un petit peu comment les différents points par rapport à une aide publique, on en a parlé, il y a vraiment la notion des fonds propres, ça je l'ai évoqué juste avant. L'auto-endettement, effectivement, si vous avez 200 000 euros de fonds propres et que vous avez déjà 100 000 euros de dette obtenue auprès de banques, voilà, le potentiel sur lequel vous pouvez encore jouer, c'est 200 moins 100, voilà. Bien sûr, pouvoir financer sa part du budget, comme je le disais, une aide ne finance souvent qu'une partie du budget, donc avoir la trésorerie qui va permettre de compléter ça. Et un point important, je l'ai mis en rouge, parce que ça reste encore un point sur lequel on n'est pas forcément d'accord, moi y compris, mais BPI ne prend quasiment pas en compte, alors le quasiment, ça va dépendre effectivement des chargés, mais ne prend quasiment pas en compte le CA qui est prévu, même signé. C'est-à-dire que si vous avez des contrats signés, la maturité, bien sûr, va venir contrebalancer ça. Plus la boîte est mature et qu'elle démontre qu'elle a du récurrent, BPI sera plus enclin à prendre des choses comme ça. Mais je dirais aujourd'hui, on est quand même majoritairement dans une situation où les aides qui vous sont attribuées, on va vous demander à la validation du dossier de demande de financement d'avoir la trésorerie pour financer vos 50%. Voilà. Et bien sûr, un point qui est important, qui est souvent oublié un petit peu dans les demandes, c'est de présenter un petit peu les étapes qui suivent.
Moi, j'aime bien dire ça en disant ça ne sert à rien de partir pour tomber en panne d'essence au milieu du désert. C'est que bah, BP va vous accompagner au début, mais je dirais, on va pas vous lâcher en disant voilà, je vous passe 200 000 pour abonder vos 200 000. Et après, bah, il n'y a pas de visibilité claire sur ce qui se passe. Là, dans ce cas-là, vous n'obtiendrez pas le financement pour la phase actuelle. On va vouloir voir, l'image que j'aime bien prendre, c'est quand arrive la prochaine pompe à essence, voilà, vous avez ce projet en ce moment, ce projet est innovant, ok, super, il va durer 6 mois, un an et demi. Qu'est-ce qui se passe après? On doit pouvoir présenter qu'effectivement, à la fin des 6 mois, on aura atteint un prototype. Ce prototype, on aura cherché un petit peu des financeurs durant les 6 mois. Voilà, qui des business angels si on est au début, qui effectivement, voilà, du seed, un tour, etc. Quand on est plus avancé. On aura rassemblé dans le démonstrateur qu'on a mis en place de quoi convaincre ces investisseurs, etc., etc. Ça, ce sont des points qu'on doit présenter en amont au moment où on demande l'aide pour la phase actuelle. Donc, bien présenter effectivement quels sont les critères qui nous permettront d'avoir un financement, le financement, pardon, de l'étape suivante. Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement l'incitativité, hein. C'est un élément critique des aides publiques. C'est que l'argent que l'État vous donne, c'est pas seulement pour financer ce qu'il y a maintenant, c'est que ça vous permet d'atteindre l'étape suivante. Voilà. Et ça, c'est extrêmement critique à atteindre, à décrire dans les dossiers. Donc, ensuite, un aperçu rapide un petit peu des différents types d'aides publiques. Alors, à nouveau, les grandes catégories, parce qu'effectivement, chaque catégorie a un petit peu ses spécificités. On va parler effectivement d'aide à l'innovation. Alors, les aides à l'innovation, bien sûr, c'est les aides qui vont être obtenues en amont, c'est-à-dire que aide BPI, aide régionale, aide européenne. Donc, vous présentez un projet et vous demandez un financement en amont, versus les aides fiscales qui sont effectivement des aides qu'on va obtenir, bah, vous le savez sans doute, hein, le crédit impôt recherche, vous l'obtiendrez après avoir dépensé. C'est-à-dire que vous dépensez durant l'année et à la fin de l'année, on présente le crédit impôt recherche et on le récupère. Versus effectivement les innovations qu'on aura avant. Après, autre type d'aide, bien sûr, un petit peu, cette fois, on va s'intéresser un peu à un périmètre, aide européenne versus aide nationale et aide régionale. Là, je dirais le point qui est vraiment important à retenir ici, c'est que les aides européennes n'ont pas de contrainte de fonds propres. Donc, le point que j'évoquais de taux d'endettement, etc., ne court pas pour les aides européennes. Donc, ça, c'est un point important à retenir qui est effectivement, en fonction de l'étape où vous êtes, bien sûr, les aides européennes s'adressent à des sociétés plus matures, mais si au niveau des fonds propres, on est un petit peu tendu, voilà, mais qu'on a quand même la trésorerie pour financer sa part de l'aide, ça peut être intéressant de regarder ce qui se fait d'abord au niveau européen, parce qu'on sera un peu bloqué au niveau national et régional. Voilà. Aide générique sectorielle, je passe, on y reparlera après. Alors, les notions d'aide versus appel à projet et concours. Ah, pardon, il y a un petit peu de bruit. Les notions d'aide versus appel à projet et concours. Déjà, un point important au niveau des aides, souvent oublié, c'est que les aides vont être décaissées en plusieurs fois. Elles vont être décaissées en 2 fois. Donc, une fois au début, une fois à la fin du projet. Ça, c'est un point important à prendre en compte parce qu'effectivement, au niveau des aides, ça veut dire que vous aurez potentiellement à devoir financer durant la vie du projet la deuxième partie de l'aide que vous toucherez en fin. Donc ça, c'est un élément souvent oublié aussi par les dirigeants, c'est que voilà, je prends le cas simple du début, hein, la bourse French Tech, voilà, qui est de 30 000 euros. Vous touchez 21 000 euros au début, vous touchez 9 000 euros à la fin. Mais ces 9 000 euros à la fin, ça veut dire que vous aurez déjà effectué les dépenses correspondant à ces 9 000 euros avant de les toucher. Donc ça veut dire que dans certains cas, effectivement, certaines dépenses seront, par exemple, il est possible dans une aide publique de présenter une facture qui n'est pas encore acquittée. Donc, si vous mettez d'accord avec votre prestataire, typiquement, voilà, vous pouvez imaginer atteindre la fin de votre programme d'innovation, présenter une facture qui n'est pas encore acquittée, récupérer l'argent de BPI, puis payer votre prestataire. Mais si votre dépense, c'est des salaires, vos salariés ne vont pas attendre que l'aide soit versée pour demander leur salaire, ce qui est normal. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous aurez à financer tout ou partie de l'aide qui vous sera versée en fin de projet. Voilà. Effectivement, après, bien sûr, l'autre type d'aide, pour finir rapidement, les mécanismes que sont la subvention, effectivement, voilà, de l'argent gratuit versus de l'avance récupérable, donc de l'argent qui sera remboursable. Et un autre mécanisme que j'évoquerai un petit peu, qui est ce qu'on appelle le pré-innovation R&D, qui est une autre forme de financement. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il y a 2 de ces mécanismes sur 3, c'est-à-dire la subvention et l'avance récupérable, vont avoir un impact sur votre crédit impôt recherche. C'est-à-dire que vous allez recevoir de la subvention, donc quelque part, vous allez habiller Paul, mais après, vous allez déshabiller Jacques, puisqu'effectivement, ça va venir réduire votre crédit impôt recherche. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des réflexions à faire à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'ai un gros besoin de financement aujourd'hui,
est-ce que c'est plus intéressant que je prenne de la subvention que je n'aurais pas remboursée, mais que ça fasse diminuer mon CIR? Ou alors, ben, je sais qu'effectivement, de toute façon, l'argent que j'ai aujourd'hui, c'est une aide. J'aurai à rembourser dans 3 ans. Dans 3 ans, j'aurai du chiffre d'affaires. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, c'est intéressant de prendre quelque chose comme le PIRD. Alors, aujourd'hui, le taux, effectivement, a significativement augmenté, hein. Comme vous le voyez, on est à 4%. Prendre le PIRD, qui est un prêt donc, que je devrais rembourser avec en plus des intérêts. Mais par contre, le PIRD, lui, ne viendra pas impacter mon CIR. Ça veut dire qu'à date, je maximiserai l'argent en recevant effectivement une aide publique et en n'impactant pas mon CIR du montant de l'aide, je maximiserai mon capital aujourd'hui, enfin ma trésorerie aujourd'hui, mais bien sûr, j'aurai à rembourser plus tard. Voilà, donc ça, ce sont des choix effectivement qui sont à considérer. Donc, si on passe effectivement au slide suivant, là, on va commencer. Alors, peut-être, je vais passer rapidement là-dessus, hein, peut-être certains d'entre vous sont à des stades plus avancés de maturité. Là, je décris un petit peu rapidement ce qui est la première étape, qui va inclure des briques qu'on va retrouver tout au long de la vie des différentes sociétés. Bien sûr, quand on commence en général, hein, sa société, premier élément, bien sûr, c'est l'apport personnel, voilà, l'argent qu'on va devoir amener, hein. Alors, est-ce qu'on fait un prêt personnel? Est-ce qu'on a du love money? Est-ce qu'on a un petit peu d'économie? Voilà. Donc là, j'ai juste rappelé un petit peu des points de vigilance, hein, que sont effectivement, comme je viens de l'indiquer, que l'aide qu'on va avoir sera décaissée en 2 fois. Donc, on devra financer la deuxième partie de l'aide. Et un point que j'ai omis aussi, n'oubliez pas la TVA, parce qu'effectivement, les aides que l'on présente, les programmes que l'on présente sont tous hors taxe. Donc, vous allez devoir, effectivement, si vous avez des prestataires, payer la TVA avant que votre comptable la récupère. Donc, ça veut dire pareil, tout ça, c'est de la trésorerie, c'est de l'apport à prévoir dès le début. Petit commentaire que j'ai mis aussi en orange, c'est effectivement le prêt d'honneur. Attention au prêt d'honneur, donc j'en parlerai un petit peu après. Le prêt d'honneur, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est effectivement un prêt que des régions ou des associations comme le réseau Entreprendre peuvent vous faire. Donc c'est tentant et qui est indépendant, je dirais, des montants qui sont amenés à côté. Donc c'est tentant de se dire, je me précipite là-dessus pour que ça constitue mon apport. Le prêt d'honneur, effectivement, ça va demander déjà d'avoir des choses qui tournicotent, on va dire, au niveau technique, des démonstrations un petit peu de concept et aussi l'attraction au marché. Donc quand vous êtes au début de votre société, en général, vous n'avez pas ça. Voilà, donc vous précipitez à demander un prêt d'honneur au début, en général, c'est voué à l'échec parce qu'effectivement, vous n'êtes pas capable de démontrer qu'il y a déjà de l'attraction marché, il y a déjà un petit peu on va dire, des prospects ou des suspects qui sont intéressés plutôt par votre solution. Alors bien sûr, on a quand même des aides régionales en télécréation, hein. J'ai mis quelques exemples voilà, au niveau de quelques régions, hein. On a bien sûr la première aide BPI qui peut arriver, hein, qui est l'aide la plus commune, je dirais, voilà, la bourse French Tech. J'ai évoqué aussi ce qu'on appelle la bourse French Tech Émergence, qui peut être intéressant dans le cadre d'une collaboration avec un laboratoire. Donc, on en reparlera pour les projets qui sont, on va dire, un petit peu avancés. Donc, la première aide, bien sûr, va venir compléter votre apport personnel. Alors là, j'ai voulu évoquer quand même les prêts bancaires. C'est vrai qu'effectivement, il y a encore un an et demi, les prêts bancaires, c'était encore quelque chose qu'on pouvait avoir au début. Là, je l'ai mis à présent, hein, comme voilà, du fait de l'évolution des taux directeurs, avoir des prêts bancaires au début, c'est très difficile. Voilà. Sans chiffre d'affaires, sans prêt d'honneur, qui vient amener une garantie en plus, ou sans lever, c'est extrêmement difficile d'avoir de la dette bancaire dès le début. Oh, ça peut être regardé, effectivement, voilà, toujours BPI peut être contre-garanti, hein, donc ça peut permettre de débloquer ça, mais je dirais, voilà, c'est pas quelque chose que vous devez intégrer de manière prudente dans votre business plan. Et le point important à retenir de tout ça dans la première étape, c'est que si on liste tout ce qui est ici, si on repasse là-dessus, donc l'apport personnel, l'aide régionale en création éventuellement pour financer un petit peu des études, la première aide que vous aurez est peut-être un peu d'aide bancaire. Avec tout ça, vous devez absolument arriver à une preuve de concept et des preuves d'intérêt de marché. Parce qu'on va voir les étapes d'après par la suite, mais effectivement, si vous n'avez pas ça, là, vous aurez épuisé tous les dispositifs de financement que vous pouviez solliciter. Et du coup, ben voilà, après, les portes vont rester fermées. BPI vous aura financé en fonction de votre apport et vous dira qu'ils voudront voir un autre apport avant de vous refinancer. Les banques seront sur la même position. Donc, c'est critique de faire un peu de reverse engineering en disant, voilà, j'ai de l'argent pour tenir 6 mois, 10 mois, 8 mois, peu importe. Dans ces 8 mois, je dois arriver à construire un démonstrateur de mon différenciateur clé et je dois arriver à rassembler un peu des témoignages de suspects qui me diront, bah oui, demain, s'il fait beau, je serai intéressé par votre produit. Voilà. Je prends un peu cette marque humoristique parce qu'effectivement, vous n'aurez pas grand-chose à cette étape-là. Donc, les commentaires que vous aurez ne seront pas des LOI ou même des commandes, bien sûr, mais si vous arrivez à collecter des marques d'intérêt, ça permettra effectivement de convaincre derrière qui des business angels, qui un prêt d'honneur
pour pouvoir continuer à avancer. Et si on regarde effectivement après cette première étape, qu'est-ce qu'il y a juste après? Ben, effectivement, si vous avez réussi à atteindre ce POC et ses preuves d'intérêt, ben là, effectivement, vous pourrez commencer à avancer sur, ben, comme je le disais, la notion de prêt d'honneur. Alors, hop, je vais passer au slide suivant. La notion de prêt d'honneur et effectivement, pourquoi pas commencer une levée de fonds avec ben, qui des business angels, qui éventuellement des fonds si le besoin est plus important. Alors là, je passe rapidement sur ce slide, hein, parce qu'effectivement, je redis un petit peu ce qui est ici. Pour zoomer un petit peu maintenant sur les phases et les financements qui correspondent. La première phase, bon, qui est en général la phase de début d'une nouvelle structure, ce qu'on appelle la phase de faisabilité. Ah, là, le slide n'est pas passé. La phase de faisabilité, c'est quoi? C'est effectivement la phase qui va vous permettre de vérifier les hypothèses critiques qui pourraient faire échouer le projet. Alors bien sûr, c'est en général la phase de début d'une société. Alors, par contre, une société mature peut très bien avoir recours à une phase de faisabilité parce qu'effectivement, pour lancer un nouveau produit, pour une évolution d'un produit en cours, donc c'est possible effectivement de passer sur une phase de faisabilité. Alors, la phase de faisabilité, son périmètre, ça va être, je dirais, les hypothèses de tout type par rapport à votre projet. C'est-à-dire, ça peut être des hypothèses effectivement de type technique, des hypothèses de type réglementaire, des hypothèses de type juridique. Voilà. Et j'irais même plus, c'est vraiment important de ne pas présenter que des tâches techniques, parce que vous aurez forcément d'autres hypothèses à vérifier. C'est-à-dire que l'organisme financeur en face, que ce soit BPI, que ce soit la région, bah, il va de manière bienveillante regarder avec vous effectivement toutes les hypothèses un petit peu que vous avez faites autour de votre projet. Et ce serait surprenant effectivement que tout soit vérifié, que les parties critiques, les parties juridiques, réglementaires, les parties propriété intellectuelle, tous ces aspects-là, effectivement, en général, il y a forcément un petit peu des lacunes dans différents domaines. Et c'est l'occasion, la phase de faisabilité, de les renforcer. Voilà. Ça demande un apport moins important. On va le voir effectivement on peut lancer une phase de faisabilité avec un coût un peu réduit. Ça, c'est effectivement intéressant pour des sociétés matures ou des sociétés qui effectivement n'innovent pas forcément. Beaucoup de PME, souvent voilà, un peu traditionnelles, n'ont pas encore pris le chemin de l'innovation parce que n'ont juste pas besoin. Ça peut être l'occasion de se dire, bah, tiens, mon produit, j'aimerais bien innover d'une certaine manière, que ce soit par la technique, par des usages, par la manière commerciale de le vendre, etc. Ça peut être l'occasion, une phase de faisabilité, d'aller investiguer un petit peu ces possibilités à moindre coût. Voilà. Mais comme je disais, on est normalement uniquement sur de l'investigation, c'est-à-dire que on va prototyper, on va juste tester les éléments pour vérifier nos hypothèses. Une phase de faisabilité, elle n'est pas là pour développer une version entière. On va chercher de l'expertise à l'extérieur, on est plutôt sur de la prestation, effectivement. On va pas forcément, si on commence à recruter des compétences, c'est qu'effectivement, bon, on s'est dit qu'on pouvait y aller. Donc la faisabilité, elle est un petit peu déjà validée. Et effectivement, la logique, c'est de se dire, on ne va pas faire de phase de faisabilité à la suite. Si une phase de faisabilité permet de vérifier des hypothèses, bah, on est censé ensuite faire une phase de développement, effectivement, pour les produire. Si je passe maintenant au slide suivant et la phase de développement, là, pour le coup, on va vraiment être dans la réalisation. C'est-à-dire que une société jeune peut carrément démarrer par une phase de développement. Voilà, c'est-à-dire que si effectivement vous avez vérifié les hypothèses de faisabilité, vous pouvez d'entrée présenter à BPI un programme de développement. Voilà. Et bien sûr, pour une société un peu plus mature, bah, il s'agit effectivement de présenter qu'on va faire une nouvelle phase R&D si on est sur la continuité d'un produit existant, ou alors pourquoi pas le lancement d'un nouveau produit. Pour les sociétés matures, là, il y a un point important sur lequel il faut être extrêmement vigilant, c'est que à chaque fois, la marche est plus élevée à monter. Je m'explique, c'est-à-dire que vous avez eu une aide publique, par exemple, pour une étape, une version de votre produit. Si vous voulez effectivement faire financer une autre phase de développement, effectivement, dans ce cadre-là, il faut vraiment présenter à BPI ou autres financiers qu'on est vraiment dans une nouvelle étape R&D. Donc, on va vraiment montrer qu'il y a de nouveaux besoins qui sont apparus, qui ne sont pas satisfaits par l'étape d'avant, ou alors on est vraiment dans la suite d'un développement plus long. Donc, on a présenté un projet un peu deep tech, voilà, que ce soit dans le deep tech, hein, c'est pas que l'IA, hein, on a des clients deep tech, nous, dans le textile, dans les matériaux, etc. Hein. Deep tech, c'est par la complexité, je dirais, de votre produit. Ben voilà, on a une solution deep tech qui demande plusieurs étapes successives. On avait présenté l'étape 1, maintenant on a l'étape 2. Mais je dirais que c'est vraiment important de
de pas se dire qu'on va juste aller présenter, ah ben on a besoin de développement, on veut rajouter telle fonctionnalité, allez hop, on va chercher une aide. Ça ne marchera pas. Il y a vraiment une logique de dire, je démarre une nouvelle phase, il y a des évolutions significatives qui vont être faites, et pour ça, j'ai besoin du soutien d'une aide publique. Donc là, rapidement, j'ai mis un petit peu des choses à garder en tête en disant, voilà, une phase développement, j'aime bien prendre l'image d'une course de haie, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des obstacles. Le développement, c'est le développement innovant. Il y aura des difficultés, donc on va présenter ces difficultés à l'organisme, et ces difficultés, ce sont les haies. Voilà. Et on doit présenter normalement une solution pour sauter la haie. Si on ne sait pas sauter la haie, c'est qu'on est en faisabilité, on peut rester bloqué, on est encore dans l'étape d'avant. Donc normalement, on est censé arriver à la fin de la course, les haies qui sont devant nous, soit on va arriver à les sauter et on fera la course dans les meilleures conditions, soit certaines haies, on va devoir les contourner. Et dans ce cas-là, on aura une solution de contournement qui fait que votre produit il sera moins rapide, moins beau, moins. Mais effectivement, là, vous arriverez quand même au bout. Si on est censé rester bloqué, c'est qu'on est encore en phase de faisabilité. Alors, un petit balayage rapide un petit peu sur les aides développement et on va zoomer en particulier un petit peu après. Les développements, effectivement, alors j'ai parlé beaucoup de BPI parce qu'effectivement BPI, voilà, je connais pas encore vos projets. C'est BPI, c'est le premier guichet, je dirais un petit peu, c'est le guichet très général au niveau innovation. Bien sûr, après, il y a moult aides, effectivement, développement spécifique, que ce soit chez BPI, avec les différents appels à projets, mais bien sûr, il y a aussi tout ce qui est aide sectorielle, avec voilà, qui l'ADEME pour l'énergie, qui le CNC pour le cinéma, etc. Donc, après, voilà, dans votre domaine de la plasturgie, il peut y avoir selon l'endroit où effectivement votre produit est utilisé, on sera chez BPI, on sera pourquoi pas sur l'ADEME si on vient dans des, je sais pas, des dispositifs de motorisation ou d'autres choses. On peut très bien être dans des guichets plus spécifiques selon les applications effectivement qui sont faites de vos dispositifs. Voilà. Là, j'ai rappelé rapidement un petit peu les différents points quant à l'avance récupérable, le pays R&D, donc je vais pas les rebalayer, c'est plus un petit peu des informations générales. Mais comme je le mets un petit peu en bas, attention, toujours le fait que au minimum, vous aurez un décaissement en 2 fois, c'est-à-dire qu'une aide classique, vous aurez, comme je l'ai dit, une partie au début, une partie à la fin. Si on est sur des appels à projets, des AMI, donc appels à manifestation d'intérêt, si on est sur des concours, là, ce sera même entre guillemets pire que ça. Vous aurez des décaissements partiels tout au long de la vie de votre projet, donc un décaissement initial, souvent de 20 à 30%, puis un autre décaissement au bout d'un certain temps quand vous en ferez la demande. Mais il faut savoir qu'à chaque décaissement, entre guillemets, vos taux d'endettement sera regardé, vos fonds propres seront regardés, c'est-à-dire qu'on va vérifier que par rapport à vos taux d'endettement, l'aide que vous avez déjà perçue pour la partie remboursable et l'aide que vous percevez maintenant, que vous venez de demander, voilà, est-ce qu'on reste dans un bon taux d'endettement par rapport à vos fonds propres à l'instant présent? Donc, si vos fonds propres ont diminué significativement par rapport au moment où vous avez fait la demande, attention, parce qu'on peut se retrouver dans une situation de blocage où vous ne pouvez pas arriver à débloquer la prochaine partie de l'aide. Donc ça, c'est des éléments également très importants à prendre en compte dans la stratégie de financement, l'évolution de vos fonds propres par rapport à le déblocage simplement d'une aide qui a déjà été obtenue. Voilà. Si on a un petit peu une vision un petit peu générale sur le slide suivant, je dirais des différentes étapes. Alors là, pareil, c'est un petit peu des informations générales. Je vais pas les balayer toutes. C'est pour que vous ayez un petit peu un aperçu à nouveau des possibilités. En termes de faisabilité, donc si on parle de faisabilité, comme je l'ai évoqué, une phase de faisabilité peut demander des fonds moins importants. Donc, au niveau national, il y a une aide chez BPI qui s'appelle effectivement la subvention innovation, qui est une aide qui va financer à 50% un projet avec donc un projet de type 100 000 euros, donc une aide de 50 000 euros. Voilà. Donc, ça permet effectivement pour une société qui veut, une PME par exemple, qui veut se lancer dans l'innovation, d'investiguer un petit peu à moindre coût. Par contre, voilà, il faut savoir qu'au niveau des régions, j'ai évoqué un petit peu au début un programme qui est les programmes, donc le PIA 4, les programmes d'investissement d'avenir. Les régions déclinent maintenant des programmes de faisabilité qui sont extrêmement intéressants. Donc, il y a vraiment une volonté des régions d'aider les sociétés à investiguer de nouveaux chemins d'innovation. On va retrouver des subventions, comme j'indique en orange, un PIA 4 faisabilité, des subventions de 50%, donc le même régime que BPI propose toute l'année, mais pour des aides allant de 75 000 euros à 500 000 euros, tout en subvention. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pouvoir présenter des vagues de faisabilité de budget de 150 000 jusqu'à 1 million. Donc, ça veut dire 1 million pour investiguer un prochain produit. Alors, bien sûr, c'est de la subvention des régions, bien sûr, et c'est légitime.
il faut qu'il y ait un impact fort sur la région, hein, c'est-à-dire voilà, un nombre significatif de recrutements et ou une implication de l'écosystème régional. Voilà, vous allez faire travailler des partenaires régionaux et où vous allez déployer votre solution pour des pilotes au niveau de la région qui lui donnera un avantage, etc., etc. Mais vous le voyez, je dirais de base, on peut se lancer dans l'innovation à des coûts réduits avec effectivement une subvention qui, de votre côté, vous permettrait de mettre 50 000 pour récupérer 50. Ou alors, si vraiment on a des velléités sur des choses beaucoup plus coûteuses, mais qui sont quand même risquées, eh ben, on peut avoir des financements au niveau des régions de 50% pour des montants très importants, du moment bien sûr qu'on joue bien le ballon et qu'il y a des retombées pour la région. En dessous, j'ai présenté rapidement, je ne détaillerai pas toutes, mais un petit peu pour vous donner un petit peu des idées sur qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de financement au niveau du développement. Voilà, vous le voyez qu'en général, les 2 premières aides, ce sont des aides effectivement qui sont disponibles toute l'année auprès de BPI. Voilà, on est plutôt sur des financements à 50%, voilà, de l'ordre de 50%, avec des fois des parties qui sont en subvention. En dessous, j'ai indiqué des concours. Alors, c'est clair que les concours, effectivement, les taux de financement sont bien plus élevés. Mais le concours, voilà, comme vous le savez, effectivement, là où les aides classiques BPI, les 2 premières que je présente, il s'agit d'échanges de vous avec BPI et de présenter votre projet et d'échanger avec un ou une chargée quant à l'intérêt de ce projet. Quand on est sur un concours, effectivement, voilà, on a d'abord le meilleur projet du monde, ça se compense, et le meilleur dossier du monde. Si en face, on se confronte à un projet qui est j'ai la pilule pour guérir le cancer, on a déjà perdu. Voilà. Donc, c'est vrai que le concours, c'est intéressant à envisager. Nous, on propose des logiques de plan B, c'est-à-dire on fait un concours, mais derrière, on est en tête d'une autre aide plus sécurisée dans le cas où le concours ne va pas au bout. Voilà. De façon à ce qu'effectivement, on vise un concours avec 60% de financement, en subvention, c'est génial, mais si on n'a rien, on est bloqué. Donc, on met en place un plan B en se disant, tiens, voilà, finalement, j'aurai une aide BPI de 50%, c'est moins sexy que 60, mais ça permet d'avancer. Voilà. Donc, il y a toute cette logique de dire, dans la stratégie, je vais viser aussi des choses plus risquées, plus intéressantes, parce que j'ai le projet pour y aller, comme les concours, mais derrière se dire, comment je sécurise un plan B de façon et que mon BP prenne en compte ce plan B et je le bonifie si j'ai accès au plan A, mais que je ne parte pas sur, voilà, je vais avoir un concours à iLab avec 60% de subvention et 600 000, et au final, je ne l'ai pas et je suis planté et je n'ai pas d'autre solution. Donc c'est un petit peu ce sur quoi je voulais vous sensibiliser un petit peu ici au niveau des différents types de financement. Alors bien sûr, après, il y a d'autres types sur le slide suivant. Voilà, là, j'ai parlé effectivement beaucoup de la partie innovation. Il y a bien sûr des aides pour vous aider à finaliser une levée de fonds, ce qu'on appelle les prêts d'amorçage. Voilà. Des logiques d'aide qui sont plus en prêt pour vous aider à industrialiser. Effectivement, donc industrialiser, hein, au niveau industriel, on voit bien. Au niveau logiciel, effectivement, c'est quand vraiment on est sur la partie, voilà, on a son produit, tout ce qui est scale-up, etc., déploiement sur le cloud, service SaaS, etc. Donc, on peut avoir des aides aussi sur ces parties-là. Et bien sûr, comme je le rappelle, là, j'ai parlé des pays parce qu'on ne se connaît pas et c'est vous donner une vue d'ensemble. Mais bien sûr, il va y avoir de nombreux appels à projets spécifiques. Voilà, en particulier pour le plastique, il y en a de très nombreux. On a de nombreux clients dans ce domaine-là. Et c'est vrai que ces appels à projets spécifiques seront durant des périodes données, mais très souvent bénéficient effectivement de taux de financement plus intéressants que les aides génériques. Alors, là, je zoome rapidement dans le slide suivant sur 2 concours nationaux parce que très souvent, voilà, c'est des concours qu'on ferait pour de très nombreux clients. Et le premier, effectivement, le concours iLab, ça, pour les sociétés effectivement, qui débutent, c'est super intéressant parce qu'effectivement, si vous avez un produit qui est relativement innovant, ça permet effectivement d'avoir une aide en subvention assez significative pour démarrer. Voilà. Donc, rapidement, pour rappeler juste quelques points ici, le but, c'est pas de traverser le slide, c'est juste vous rappeler, effectivement, voilà, iLab, c'est très joli, mais attention au délai. Voilà, c'est un concours qui prend quand même beaucoup de temps à obtenir. Et c'est vraiment critique, il nous semble, d'avoir un plan B parce qu'effectivement, il y a le délai, il y a de nombreuses étapes avec un dossier, une audition, etc. Donc, il y a différentes étapes où malheureusement l'échec peut arriver. Et si on a démarré son projet et qu'on a le dossier qui passe, mais on échoue à audition, ou alors après audition, il y a des questions qui arrivent, on échoue au niveau des questions, voilà, effectivement, si on a démarré son projet, on est bien ennuyé. Donc, un plan B, c'est assez important. Concours à Innov, effectivement, qui est aussi très recherché, le deuxième que j'ai mis en dessous pour des sociétés plus matures. Donc là, attention, voilà, nous, on recommande vraiment, c'est un concours qu'on connaît bien et on est plutôt très bon, mais voilà, le choix qu'on a fait, c'est de présenter à chaque fois des sociétés plutôt matures. C'est-à-dire que l'Innov, c'est pas juste, j'ai un projet innovant et je vais chercher de la subvention pour 1 à 5 millions. Non, c'est un petit peu le projet de la société. C'est-à-dire qu'avant, j'ai fait plusieurs aides.
j'ai structuré un petit peu une démarche d'innovation, et là maintenant, je mets tout ça en musique, ou alors c'est mon gros projet, et c'est ce que je vais présenter. Voilà. La petite nouveauté de l'année, c'est qu'effectivement maintenant, BPI, qui est très friand de projets un peu très innovants, permet de présenter ce concours plusieurs fois. Donc il est possible effectivement d'avoir plusieurs fois une aide qui est juste super intéressante. Un petit point rapide sur les projets collaboratifs, parce que là aussi, il y a vraiment une volonté des régions, hein, de faire des choses vraiment très très bien. Donc, j'ai un petit peu rappelé ça sur le slide suivant. Voilà, alors, bien sûr, l'aide développement classique, l'ADI de BPI que j'ai évoqué juste avant, elle permet de financer les projets collaboratifs, mais je dirais que c'est le moins intéressant. Ce qui est vraiment intéressant à regarder, c'est à nouveau au niveau des régions, des projets effectivement où on va avoir de la subvention de 45 à 60% pour des projets collaboratifs. Donc, un petit projet collaboratif, hein, je rappelle rapidement ce que c'est minimum 2 sociétés françaises et un organisme public de recherche français, pas forcément dans les mêmes régions, hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être basé à un endroit et vous bénéficierez des conditions pour la partie donc, qui s'appelle AEDEMO régionalisée de votre région, et votre partenaire qui est dans une autre région, lui bénéficiera des conditions de sa région, etc., etc. Et là, comme vous le voyez, on est sur des financements quand même, donc pour des budgets de 1 à 4 millions. Donc, quand j'appelle budget de 1 à 4 millions, c'est bien sûr la somme des budgets des différents participants, voilà, donc de vous, de l'autre société et du labo. Voilà. Et bien sûr, dans le budget, on prend en compte la partie de l'aide. C'est-à-dire que, imaginons, voilà, vous êtes une PME, vous présentez sur un budget de 3 millions, je dis n'importe quoi, vous présentez 1 million. Si vous présentez un budget d'1 million, vous auriez 60% en subvention, c'est-à-dire que de votre côté, votre coût, c'est 400 000. Voilà. Vous présentez 400 000, vous aurez 600 000 en subvention, ça fait un budget de 1 million qui est présenté au sein d'un budget de 3. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est l'élément, je pense, important à retenir de ce slide. Alors bien sûr, au niveau national, il y a des dispositifs comme le AEDEMO, voilà, qui est effectivement pour des budgets supérieurs à 4 millions, donc qui vient compléter les régions. Et effectivement, au niveau voilà, une aide qu'on affectionne pas mal parce qu'on en fait quand même beaucoup et c'est très intéressant, c'est au niveau voilà, de la DGA, hein. Il y a l'aide qu'on appelle le rapide, c'est effectivement quand on a une application qui est ce qu'on appelle dual, à la fois civile et militaire. Là, par exemple, voilà, au niveau industriel, on accompagne une société qui a un dispositif au niveau amortisseur pour les véhicules. Voilà, donc ce dispositif-là, il est utile pour les véhicules civils et véhicules militaires. Donc, effectivement, on peut aller chercher, si tant est qu'on accepte que son produit soit utilisé pour l'armée, on peut aller chercher effectivement cette aide où on a des taux de subvention qui sont très élevés. Comme vous le voyez, c'est un petit peu un mécanisme par tiroir où on fait la somme de l'ensemble. Voilà, ça veut dire qu'une une PME, elle ira chercher 50% pour ses parties recherche, plus 20% parce que c'est une petite entreprise, plus 15% si elle est en collaboration. Voilà, on arrive rapidement à des 70 minimum, voire 80% de financement en subvention. Voilà. Pour des projets effectivement où l'innovation est dite duale. Voilà. Alors là, j'ai voulu passer rapidement pour un petit peu sur les aperçus européens, parce qu'on parle beaucoup des projets européens et ça fait rêver pas mal de monde. Il y a un petit peu deux types de projets européens. Bien sûr, le type principal auquel on pense souvent ce sont les projets collaboratifs. Alors pareil, il y a pas mal de textes ici, hein, je vous laisserai lire ça tranquillement et on pourra échanger après par mail et autres. Les projets dits collaboratifs qui sont de deux types, hein. Les projets où on va être plus ce qu'on appelle les RIA, Research and Innovation Action, où là on a plutôt des aspects comme recherche, comme j'ai dit qu'en bas. Le but, c'est vraiment faire ce qu'on appelle un prototype de démo. Voilà. On va être sur ce qu'on appelle des niveaux, alors les TRL, c'est les Technology Readiness Level, c'est un petit peu des indicateurs, on va dire, de maturité de votre technologie. On va être sur des niveaux 1 à 6, c'est-à-dire on va être sur carrément du début de l'idéation jusqu'au prototype. Et là, on est sur de la subvention à 100% sur 3-5 ans. Voilà. Et on va avoir plutôt les Innovation Action qui sont complémentaires, où on va être sur de la qualification. Voilà, votre produit, la faisabilité a été faite, il y a déjà eu un premier développement. Là, maintenant, je veux transformer mon proto en produit. Voilà. Donc là, on est sur la subvention à 70% sur plutôt des durées de 30-36 mois. Voilà. Alors, le petit warning que je vais mettre juste là-dessus, c'est attention, voilà, parce qu'on a les projets européens pendant longtemps, et ça reste encore le cas, les projets collaboratifs, c'est souvent phagocyté par de gros acteurs. Voilà, on va avoir des fois des ETI, mais plutôt des grands groupes. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant, voilà, quand on est une PME, même parfois une ETI, on monte beaucoup de dossiers dans ce cadre-là, à pas être phagocyté. Alors c'est intéressant par rapport à la subvention à 100% par exemple, mais encore faut-il que vous en retiriez des résultats opérationnels. Voilà, c'est-à-dire que effectivement, envoyer quelqu'un c'est bien, il est formé, etc. Mais je dirais, voilà, derrière, quelles sont les retombées pour vous? On voit trop souvent malheureusement les grands groupes qui tirent la couverture à eux, et derrière, il n'y a pas de retombées pour les plus petites structures.
Après, quand même, l'Europe, il y a quand même quelque chose, par contre, qui est quand même connu un peu plus. Alors, je suis resté pour finir vite sur les projets collaboratifs sur le slide suivant sur effectivement un autre pilier, qui est effectivement le pilier EIC, qui est le Conseil européen d'innovation. Ça, effectivement, c'est le pilier 2 que je vous ai présenté ici. Sur ce slide-là, c'est un pilier avec des thématiques, voilà, santé, culture, etc., etc. Mais il y a le pilier 3 que j'ai présenté un petit peu sur le slide suivant, qui lui permet d'adresser tous les types d'innovation. C'est-à-dire que si vous avez une thématique qui ne rentrent pas dans ce qui est là, ben, il y a quand même des thématiques avec voilà, des mécanismes que sont le Pathfinder et Transition, voilà, qui sont deux types d'aides, où là aussi on peut faire des projets collaboratifs. Un point important que j'ai oublié, par contre, excusez-moi, sur la partie collaboratif, c'est que l'Europe, un projet collaboratif, c'est au minimum 3 entités de 3 pays européens différents. C'est-à-dire que si, avant d'imaginer avoir 2 Français, bah, il faut mettre par exemple un Français, un Allemand, un Espagnol, et la quatrième entité, effectivement, peut être à nouveau française. Voilà. Donc, bien garder ça en tête, et je dis bien entité, donc ça peut être des sociétés ou alors effectivement des organismes publics de recherche, mais bien penser à avoir déjà, je dirais, ce cercle minimum de 3 avant de pouvoir appliquer on va dire un petit peu un doublon. Voilà. Sur le slide suivant, je voulais juste présenter effectivement l'aide européenne dont vous avez forcément peut-être entendu parler, qui est un petit peu connue, ce qu'on appelle l'EIC Accelerator, que certains peut-être un peu anciens peuvent connaître sous le nom de l'instrument PME. Ça, c'est une aide, effectivement, contrairement à celle que je viens de présenter, qui peut être demandée par une structure toute seule. Donc, ce sera forcément pour une PME, ça ne peut pas être demandé par une ETI. Et effectivement, cette aide, elle est intéressante parce que si on a une innovation un peu intéressante, on va dire un peu importante, elle permet à la fois d'avoir une subvention de 70% pour un montant de 2,5 millions, jusqu'à 2,5 millions, et ça permet d'obtenir, entre guillemets, un financement en equity de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, effectivement, va venir participer à votre capital jusqu'à 15 millions. Voilà. Donc, cette aide-là, elle est très courue, elle est très sélective. Voilà, donc j'insiste, c'est, je dirais, le point à retenir de ce mécanisme-là. Elle est très tentante parce qu'effectivement, elle offre de nombreuses possibilités. Mais je dirais, voilà, attention un petit peu je dirais, à ne pas se lancer tête baissée sur cette aide. Alors, pour finir rapidement, c'est je passe rapidement sur les prêts bancaires ici. C'est voilà, donc comme je vous l'ai indiqué, attention au taux directeur. Le point que j'aime bien mettre en avant ici, que je vois malheureusement un peu trop souvent, c'est ne pensez pas quand vous demandez un prêt bancaire qu'effectivement, voilà, le banquier, c'est ce qui l'intéresse. Le banquier, lui, ce qui intéresse, ce sont vos flux. Le prêt bancaire, comme ça, d'innovation, c'est juste un pied dans la porte. Et je dirais surtout quand vous allez voir les banques, pensez à leur présenter ce qui va les intéresser, les endroits où ils vont faire de l'argent. Bien sûr, vos flux, c'est un élément important, mais est-ce que vous avez effectivement de la vente à distance? Est-ce qu'il va y avoir de l'achat par Internet? Le banquier il pourrait se positionner par rapport justement à son terminal de vente à distance. Est-ce que vous allez aller à l'international? Est-ce que le banquier pourra faire de la conversion de devises? Voilà, je dirais quand vous présentez votre projet, pensez à mettre en avant ces éléments-là qui sont souvent oubliés, quoi. Le prêt du banquier, voilà, j'ai mis 2%, maintenant c'est vrai que ça a significativement augmenté, j'ai oublié de changer le taux, mais voilà, c'est pas le taux à 7% aujourd'hui, même s'il est très élevé, vu que lui va déjà payer l'argent très très cher, c'est pas ce qui va le convaincre d'investir chez vous. Il va se positionner sous la promesse de flux que vous aurez par la suite, mais si vous êtes à même de lui présenter directement des opportunités, ça c'est super. Rapidement, le slide suivant, pareil, je vais passer sur la levée de fonds. Le sujet, c'est pas parler de la levée de fonds ici. Donc, j'ai un petit peu des vérités, des choses qui me semblent importantes. De dire, voilà, attention à la gouvernance. C'est clair que moi, j'aime à dire, il vaut mieux avoir 10% d'une société qui vaut 30 millions que 80% d'une société qui vaut 100 000. C'est-à-dire que c'est pas une malédiction de se faire diluer. Effectivement, si votre société effectivement attire des capitaux, c'est parce qu'effectivement, elle est promise à un plus gros potentiel. Voilà. Et c'est vraiment important d'accélérer. J'aime bien reprendre l'exemple de Dailymotion et de YouTube, puisque c'est quand même Dailymotion qui est à l'origine et c'est YouTube qui a ramassé l'argent. Voilà. Et surtout, voilà, le fait, comme je le disais au début, de privilégier l'argent non dilutif, voilà, au maximum, pour rassurer les gens et montrer tout ce qui est traction de marché. Avant de laisser la place aux questions, je voulais juste passer rapidement sur je vais sauter rapidement 2 slides pour arriver un petit peu à la partie pour terminer sur la partie structuration du besoin et crédit impôt recherche. La structuration du besoin, pour rebondir un petit peu sur ce que j'avais dit au début, j'ai mis un petit exemple ici. Alors, c'est le slide encore suivant. Hop, alors je vais me permettre de sauter. Voilà, bon, ça, je vous laisserai regarder à votre disposition pour parler de ces sujets-là. J'ai évoqué d'autres mécanismes de financement comme ce qu'on appelle les X for Equity,
voilà, souvent on pense en termes de levée de fonds au mécanisme où voilà, j'ai de l'argent qui arrive et je cède départ. Il y a d'autres mécanismes où on peut avoir des gens qui peuvent faire de l'IT for equity, c'est-à-dire des gens qui vont vous proposer des forces de développement contre départ de votre société. Il y a du media for equity. Quand on a un produit B2C, ben, ça veut dire on peut avoir des campagnes de communication contre départ de votre société. Voilà, il y a différents mécanismes qu'on peut mettre en place qui permettent de prendre de prendre, je dirais, en charge des morceaux de votre développement, la partie IT, la partie logistique, la partie média, etc., contre des parts de votre société. Voilà. Donc ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes aussi selon le produit que vous avez. Le petit rappel que j'ai voulu faire ici pour terminer, c'est de dire voilà un exemple de cheminement en disant voilà, j'ai un besoin d'1 million, ben, alors j'ai simplifié l'exemple ici, vous le lirez calmement, en faisant l'hypothèse qu'effectivement en termes de taux de l'endettement avant la levée, ben, on a fait ce qu'il fallait, on peut pas aller chercher plus. Bah, avec une levée qui arrive, voilà, de dire bah, déjà je structure dans mon besoin d'1 million, combien je vais dépenser en R&D? Ah bah tiens, je vais dépenser 600 000 euros en R&D, donc je peux imaginer que je vais récupérer 270 000 euros d'aide, mais c'est de l'aide remboursable, donc ça veut dire qu'au niveau de temps d'endettement, bah, ça commence à jouer. Voilà. Sur la base de cette aide, ça veut dire que je ne cherche plus 1 million maintenant, je cherche 730 000 euros. Voilà. Mais comment je vais chercher ces 730? Bah, il me reste à disposition ma levée de fonds et de la dette bancaire. Donc avec ces deux leviers-là, ça veut dire que j'ai un petit peu deux équations à deux inconnus en disant ben, j'ai ma levée plus ma dette qui doivent être égales à 730, mais j'ai ma levée qui est limitée, j'ai un taux d'endettement qui va jouer entre la dette que je vais aller chercher et l'aide remboursable que j'ai obtenue. Et voilà, on fait un petit peu des petits calculs, on essaie d'équilibrer tout ça. Et en bas, on arrive à des scénarios, comme j'ai décrit, en disant on peut avoir un scénario un peu optimiste où on se dit qu'on arrive à obtenir en dette autant que ma levée. Voilà, vous voyez, j'ai mis levée 500, aide remboursable 270 et dette 230. Un scénario plus prudent, réaliste, c'est de dire voilà, ben, je vais lever à 600, je vais chercher une aide remboursable à 270 et le prêt, ben, entre guillemets, je le prends à 130, ce qui fait qu'au final, ben, voilà, j'ai 400 000 euros d'aide pour 600 000 euros de levée. Voilà. On est à un taux d'endettement un peu supérieur à 50%, mais c'est quelque chose qui passera auprès des financeurs. Pour terminer, je voulais parler un petit peu rapidement du crédit impôt recherche. Et alors, ici, un petit rappel que vous connaissez sans doute tous, hein, vous le regarderez pareil calmement sur les notions de taux du crédit impôt recherche, hein, les notions de, voilà, c'est 43% des salaires, ça peut monter plus avec des jeunes docteurs, etc. Mais surtout, ce que je voulais montrer ici, c'était un exemple que vous lirez calmement qui est juste après, et je vais me taire pour laisser place aux questions. Souvent, j'ai des dirigeants qui me disent oh là là, l'avance récupérable, c'est pas intéressant. Je préfère avoir de la subvention. Alors bien sûr, tout le monde a envie d'avoir de la subvention, hein. C'est pas intéressant, c'est de l'argent que je vais rembourser, c'est juste un prêt qu'on me fait, etc. Bon, déjà, effectivement, il faut voir que c'est un prêt qu'on vous fait à un instant, vous n'avez pas peut-être pas forcément les capitaux, donc c'est aussi intéressant de se dire ah bah tiens, ça me permet d'avancer. Mais j'ai voulu vous dérouler un exemple ici en vous disant voilà, c'est quand même intéressant quand on combine ça avec le CIR. Donc vous lirez l'exemple calmement, là je vais le dérouler un petit peu en accéléré, mais l'hypothèse de dire voilà, j'ai un projet aujourd'hui avec une dépense de 100 000 euros en salaire. Grâce à une aide publique, je vais récupérer 54 000 euros. Donc ça c'est plutôt bien, ça veut dire qu'effectivement ben, je vais financer seulement 46 000 euros sur mes 100. Donc ça veut dire que ben, de mon côté, j'ai 54 000 que je peux investir par ailleurs pour faire du marketing, sales, etc. Voilà. Et en fin d'année, je vais récupérer du CIR, je vais récupérer du crédit impôt recherche. Donc l'exemple que j'ai pris, c'est je vais récupérer 26,7 de crédit impôt recherche. Ça veut dire que facialement, à la fin de l'année, après un an, j'ai financé mon projet à 100 000, mais ça m'a coûté au final que 20 000 euros. Voilà, donc il y a 80 000 euros sur les 100. Si j'avais financé 100, ben, j'aurais dû effectivement investir beaucoup plus. Là, le fait de mettre ces deux leviers, ben, ça m'a coûté seulement 80. Alors, je vous ai mis en dessous l'exemple, effectivement, si je n'avais pas sollicité l'aide. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que par la suite, quand je vais rembourser l'aide, eh ben, cette aide, ça va devenir mes propres deniers puisque je vais la rembourser. Et à ce moment-là, le crédit impôt recherche va s'appliquer dessus. C'est-à-dire que l'aide qui m'a été attribuée au moment où je l'ai eue, elle a réduit mon crédit impôt recherche. Mais quand je vais la rembourser, ben, le crédit impôt recherche, je vais le récupérer. Il a été seulement différé. Donc, comme vous le voyez, ça veut dire qu'au final, effectivement, ben, le coût de mon projet de 100, ben, il revient simplement à 58. Voilà, j'ai entre guillemets une partie de ce projet qui a été financé en quelque sorte en subvention. Alors, ce n'est pas magique, hein, ça a été financé, c'est le taux du CIR hein, qui est sur le slide d'avant. Mais ce que je voulais vous présenter ici, c'est que l'utilisation de l'avance récupérable vous permet, combiné avec le CIR, hein,
de faire des économies significatives l'année effectivement où vous faites le projet. Voilà. Et on peut se dire, ah oui, mais l'avance récupérable, elle pénalise mon CIR, donc c'est bien gentil maintenant, mais j'ai quand même touché moins de CIR que ce que j'aurais dû. Et ça, c'est pas vrai, parce qu'effectivement, quand vous remboursez l'aide, vous récupérez le crédit impôt recherche dessus. Donc c'est un petit peu cette logique. Vous verrez quand vous avez la présentation, le slide suivant, lui, vous donne plein d'exemples dans tous les sens avec quelques combinaisons diverses et variées en vous montrant là, les intérêts de combiner le crédit impôt recherche avec le reste. Mais je dirais, voilà, c'était un petit peu aidé. Je vais m'arrêter là, j'ai dépassé déjà de quelques minutes pour vous laisser un petit peu place aux questions. Il y avait effectivement après un aspect sur la partie JEI, mais je pense que c'est des choses que vous connaissez ou qu'on pourrait aborder si on travaille ensemble ou avec ou vous abordez avec votre conseil par la suite. J'espère que ça vous est utile. Je laisse la place aux questions, donc à votre écoute et lancez-vous. Je ne sais pas si on a déjà des questions. Alors, par rapport à partager le support, oui, le support, il sera fourni. Hein. Le support sera fourni. Jules l'a indiqué au début, effectivement, ce sera le support vous sera intégralement fourni. Oui, tout à fait. Voilà, merci Christophe pour cette présentation. A priori, ça a été très clair parce qu'effectivement, on a eu pour l'instant une seule question sur le support. N'hésitez pas à poser vos questions. Après, effectivement, on a conscience que vous avez parfois des projets dont vous ne voulez pas parler devant tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'en fin de présentation, on vous a indiqué tous nos mails. Il y aura également une courte enquête quand vous clôturerez le webinaire qui va nous permettre de savoir déjà si vous êtes satisfait, s'il y a des manques, si vous avez des besoins pour parler d'un projet en particulier. On sera vraiment à votre disposition. Effectivement, comme disait Christophe, c'est un webinaire qui est quand même assez court. Donc, l'idée, c'était vraiment de donner des idées, de savoir qu'il y a des choses qui existent. Et derrière, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour parler d'un projet en particulier. Je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Nathalie et Christophe. Après, si quelqu'un veut poser... Pardon. Si quelqu'un veut poser une question en direct, hein, on peut lui donner la parole aussi, ouvrir un micro. Il suffit de le mettre dans le chat et puis on peut. N'hésitez pas aussi pour vos questions parce on peut arriver, je dirais, bonjour, à ce jour, je suis en recherche d'un cabinet pour faire une levée de fonds qui nous accompagne aussi notre équipe. Tout à fait, voilà, alors, voilà, en une seconde, pour effectivement pas polluer le débat, effectivement, là, chez Ovalie, on fait effectivement tout ça, on fait, comme vous le dites, l'aspect stratégie de financement global avec la partie levée de fonds et la partie, tout ce qui est à côté. Sans parler d'Ovalie, voilà, je pense qu'effectivement, comme vous le dites, c'est la bonne démarche, c'est-à-dire qu'il faut vraiment considérer ça dans son ensemble. Pour info, ça nous arrive quelquefois d'avoir des fonds qui viennent nous voir en disant, regardez, on a une société qui va nous voir et le dirigeant, entre guillemets, a mal fait son travail, c'est-à-dire qu'il vient chercher des fonds chez nous alors qu'il n'a pas cherché complètement tout ce qu'il pouvait avoir de non déductif. Donc nous, on se trouve un petit peu des fois dans une position délicate où on contacte le dirigeant en disant, écoutez, le fonds machin nous a contacté parce qu'il trouve que vous faites pas vraiment bien votre boulot. Donc ça, c'est un petit peu délicat. Donc effectivement, l'approche que vous avez est la bonne, c'est-à-dire on met tout sur la table en termes de besoins. Et là, effectivement, on structure un petit peu ce qu'on appelle, nous, des parcours d'innovation. On va structurer, effectivement, comment on va construire le besoin aujourd'hui avec le levée, dette, aide publique et, comme je le disais, faire jongler un petit peu tout ça. Et effectivement, après, par la suite aussi, comme j'indiquais, bien présenter les étapes qui suivent. Tout à fait. À votre disposition, voilà, comme le disait Julie, hein, il y a nos mails et avec plaisir pour échanger. Je voulais juste rebondir sur le point de Julie tout à l'heure de dire, n'hésitez pas, voilà, par rapport aux questions, parce que on n'a pas besoin typiquement, bon, ici ou même par la suite, si vous voulez nous contacter directement, on n'a pas forcément besoin de mettre un NDA, un accord de confidentialité en place dès le début. C'est-à-dire que votre projet, voilà, l'innovation en elle-même, on n'a pas besoin de descendre dans la scientifique moelle pour commencer à travailler sur les possibilités. Et je dirais pareil ici, si vous avez des questions, on peut répondre déjà à vos questions sans avoir besoin d'avoir la secret sauce pour avancer. Hein. Oui, je vais rajouter un point également. Vous avez parlé beaucoup de levée de fonds. Il y a un nouveau label qui s'appelle le label HI France qui permet de mettre en visibilité les entreprises innovantes pour être visible des financeurs. Donc voilà, c'est un accompagnement que Polyméris fait aussi, c'est un label. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui pourrait être intéressant à un moment donné dans votre stratégie de financement. Je ne vois pas d'autres questions.
Il n'y a pas d'autres Alors, questions. j'espère que ça a été clair. Alors, sinon, si je me permets d'en venir encore sur, hop, sur l'avant-dernier slide. Ah, mince, la présentation a été coupée. Voilà. Ça aussi, pareil, c'est une volonté, quelque chose qu'on a lancé il y a quelques années, qui avait très, très bien marché, puisqu'on avait eu, je sais plus quoi, 180 000 partages LinkedIn. On propose, en fait, donc là, vous pouvez le prendre sans aucune obligation, sans rien avoir à faire, hein. On a essayé de mettre en place un guide du financement collaboratif. C'est-à-dire que ce guide, ben, il est disponible sur notre site. Vous pouvez le récupérer en PDF, voilà, et vous aurez votre version. Mais la volonté, c'est effectivement de se dire, ben, ça, c'est notre vision qu'on a montée avec un client qu'on accompagne depuis longtemps à UrSuite, là, qui est aussi dans le recrutement. C'est notre vision, voilà, de la stratégie de financement. Et ben, l'idée, c'est de le proposer en collaboratif et que ceux qui veulent l'enrichir, entre guillemets, ben, viennent l'enrichir. Voilà, c'est-à-dire, de par vos expériences, dire, ah ben tiens, vous, Ovalie, vous avez vu ça. Moi, dans mon cas, pour cette aide-là, il m'est arrivé cet épisode-là. Et l'idée, c'est, alors aujourd'hui, c'est encore sur un modèle où la première version, on l'avait mis au début en accès libre. Et malheureusement, voilà, il y a un petit peu des chambardements dans la structure de documents. C'était un vite compliqué. Donc là, on est sur une passe où ben, vous faites des commentaires et on intègre vos commentaires au fur et à mesure. Et après, l'idée, c'est d'arriver quand même à quelque chose de beaucoup plus interactif. Et à terme, on regarde aussi à lancer une communauté, alors a priori sur Discord, de façon à, je dirais, à pouvoir permettre pas seulement d'avoir la voix du conseil un peu comme voilà, Pathé Marconi, hein, mais d'avoir que chacun, effectivement, vous puissiez, nous on monte les dossiers, mais après vous vivez entre guillemets le projet en opérationnel tous les jours avec le financement, vous vivez les contacts avec BPI, parfois à travers nous, parfois en direct, mais l'idée c'est effectivement que vous puissiez partager tout ça et en faire bénéficier entre guillemets d'autres dirigeants. Alors, je vois, est-il possible de justifier dans un dossier de subvention des factures charges déjà engagées? Alors ça, normalement, non. C'est-à-dire qu'effectivement, une aide à l'innovation, vous devez effectivement présenter les dépenses avant qu'elles soient engagées. Après, je dirais, voilà, si vous avez commencé à travailler avec quelqu'un, est-ce que c'est seulement un acompte qui a été présenté? Dans ce cas-là, ça peut se discuter. C'est-à-dire que s'il y a seulement l'acompte, il est perdu, mais le reste de la facture, par exemple, peut être gardé. C'est pour ça qu'effectivement, il faut vraiment déposer les demandes au plus tôt, parce que dans la notion d'une demande, il y a la date de dépôt, effectivement, et il y a la réponse de l'organisme. Et ce qui fait foi, c'est la date de dépôt du dossier. C'est-à-dire que toutes les dépenses qui sont faites à partir de la date de dépôt seront retenues par l'organisme si vous obtenez le financement à la fin. Donc, c'est effectivement très important de pouvoir effectivement déposer au plus tôt. Vous avez une réponse, Thomas, là. Ouais, j'ai déjà répondu. Voilà, donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Enfin, François, voilà, je dirais c'est de principe, sur une aide à l'innovation, normalement, effectivement, on doit déposer la demande avant d'engager les dépenses. Tout à fait. Alors, le règlement de minimi. Alors, le règlement de minimi, tout à fait. C'est-à-dire que alors, ça, après, les minimi, il faut savoir que pour le régime de RDI, de recherche, développement et innovation, ça s'applique pas. C'est-à-dire que alors, il y a des points par rapport à la JEI. Bon, ça, on pourra en discuter si vous le voulez pour les points plus précis, je dirais, en off par courrier. Mais je dirais pour les aides que j'ai présentées ici, effectivement, pour tout ce qu'on appelle le régime de RDI, donc tout ce qui est partie recherche, développement et innovation, on n'est pas impacté par les minimi. Après, effectivement, si jamais on veut faire des aides qui sont pur investissement, si vous devez acheter par exemple une machine, il y aura deux cas de l'avoir. Soit effectivement cette machine, on la présente dans le cadre d'un projet de R&D, et dans ce cas-là, ce qui va être pris en compte dans le projet de R&D, c'est pas le coût de la machine, c'est l'amortissement de la machine durant la durée du projet. Donc, pour un exemple, voilà, vous achetez un ordinateur, ben, il a un amortissement de 3 ans. Vous prenez un projet qui a une durée de 1 an. Donc, dans ce projet de durée de 1 an, on va retenir un tiers du coût de l'ordinateur, qui est l'amortissement durant la durée du projet. Voilà. Mais si effectivement vous le présentez purement en investissement, là, on ira chercher plutôt des aides à l'investissement. Et dans ces aides à l'investissement, effectivement, là, il y aura des notions de minimi qui peuvent jouer, tout à fait. Ouais. Mais pour tout ce qui est régime de RDI, donc le RDI, en fait, les minimi ne s'appliquent pas. Très bien. Merci pour ces questions. Je n'en vois pas d'autres. Donc, comme indiqué, on va vous envoyer cette présentation où il y a nos contacts. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, il y a le petit questionnaire à la fin, justement, où on vous demande si vous souhaitez être contacté. Sinon, vous le faites directement, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on enverra cet après-midi ou lundi ou plus tard, de toute façon, la présentation. Moi, je vous remercie. Moi, je vous remercie également. J'espère que ça a été utile et puis à votre disposition.
Merci beaucoup à tous pour votre écoute et merci Christophe pour votre intervention et Nathalie également pour votre participation. Et merci à Bonne journée. Polyméris. Merci à vous, bonne journée, bonne fin de semaine. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.